J'ai eu la chance que mon père était horloger qui m'a beaucoup appris. C'est pas vrai. T'as trouvé ça où? Il y a pire que de ne pas avoir réussi, c'est de ne pas avoir essayé. C'est une vie de rêve. Et dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé mon école d'horlogerie, on va dire. Tant que t'as pas une belle idée et que tu le fais pas pour une bonne raison, vaut mieux pas le faire. J'ai même assemblé le premier tourbillon bracelet au monde en 1986. J'ai l'impression d'avoir 20 ans. Je sais pas, j'ai une énergie hallucinante. J'encourage les jeunes à le faire. C'est un scoop, hein, je l'ai jamais dit. J'ai failli pas revenir. Première. Alors, je m'appelle Michel Navas, je suis horloger. J'ai commencé l'école d'horlogerie à Besançon en 1978 et j'ai commencé ma carrière chez Audemars Piguet en 1980 où j'étais engagé dans l'atelier de réglage. J'ai même assemblé le premier tourbillon bracelet au monde en 1986 en première mondiale à la foire de Bâle. Après cette année passée chez Audemars Piguet, je suis parti chez Gérald Genta où j'ai rencontré mon associé Enrico Barbasini. Je suis resté 7 ans chez Gérald Genta pour après bouger et partir chez Patek Philippe. J'ai fait des cycles de 7 années. 7 ans chez Patek Philippe. Après Patek Philippe, je suis parti chez Franck Muller où on a développé pas mal de produits avec Enrico. Et après Franck Muller, on a créé notre propre société. Jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes à la tête de la Fabrique du Temps avec Jean Arnaud qui travaille avec nous. Et nous développons des montres compliquées ou moins compliquées de Louis Vuitton, Gérald Genta et Daniel Roth. Je m'appelle Enrico Barbasini. Je suis pas de famille d'horloger. Mon père était chanteur. Je suis venu à l'horlogerie parce que on bricolait des voitures et je connaissais Pierre-Michel Gaulet qui était l'horloger de Gérald Genta. Il me parlait tellement bien du métier que je me suis dit tiens, pas l'air sympa, je vais faire horloger. Et donc je suis rentré à l'école en 1975. J'ai fait rabilleur de 75 à 79. Naturellement, quand j'ai fini l'école d'horlogerie, ça s'est imposé à moi. Je suis allé travailler chez Genta. J'ai fait 5 ans. Ensuite, je suis allé 2 ans chez Patek. On faisait des choses beaucoup plus manuelles, on va dire, encore plus manuelles. C'était vraiment un atelier extraordinaire. C'est là où j'ai appris la patience, des choses que j'avais pas appris avant. Ensuite, je suis retourné 5 ans chez Genta pour mettre un peu en œuvre chez Genta ce que j'avais appris chez Patek. Considérant que j'avais fait le tour, je suis retourné 10 ans chez Patek. Là, j'ai fait les grandes complications et ensuite on a mis en place les complications quand il y a manuel, travel time, world time. De nouveau, considérant que j'avais fait le tour, à un moment donné, je me fatigue un peu. Dans mon parcours, ça s'impose, les changements. Et donc, j'ai décidé de rejoindre avec Michel et Pierre-Michel Gaulet, Franck Muller. Chose qui avait été assez incompréhensible pour la plupart des gens qui nous connaissaient, Michel et moi. Ils ne comprenaient pas qu'on quitte Patek pour aller chez Franck Muller. Mais ça a été une période extraordinaire, où on a créé beaucoup de mouvements, comme a dit Michel, et il y avait une liberté de s'exprimer, développer un tas de trucs géniaux. On s'est dit, on va se mettre à notre compte, on va faire ça pour nous-mêmes. Donc on a fait BNB d'abord, ensuite la Fabrique du Temps. On est arrivé chez Louis Vuitton. C'était pas une question d'argent ou je sais pas, c'était vraiment de se dire si on doit plus être indépendant, il faut que ça nous plaise quand même. C'est la première fois où j'ai fait un peu plus de 5 ans quand. C'est 2011 à aujourd'hui, ça fait quand même bientôt 14 ans. Comment ça va? Je sais pas qui a posé cette question, c'est une très bonne question parce que ça va très très bien et j'encourage les horlogers à faire ce métier qui est formidable. On le pensait un petit peu perdu il y a quelques années avec l'invasion du quartz, hein, il y a déjà 30 ou 40 ans. Et il renaît de ses cendres puisque aujourd'hui on porte des montres mécaniques qui sont bien moins précises que les montres à quartz ou le smartphone que l'on a dans la poche. Mais maintenant, c'est devenu un objet de standing. On veut porter une montre alors qu'on pourrait vivre sans elle. Et donc, ça va très bien. Moi, je suis très content d'être horloger. J'encourage tous les jeunes à faire ce métier-là. Je vais forcément très bien puisque j'exerce une passion depuis toujours, en fait. Avec la relance des 2 marques qu'on a ici, Genta et Roth, je dirais que c'est le sur-régime absolu. J'ai l'impression d'avoir 20 ans. Je sais pas, j'ai une énergie hallucinante. Je tiens plus en place. D'ailleurs, il faut que je me calme. J'embête tout le monde, je crois. Qu'est-ce qui vous a mené à l'horlogerie? Moi, je l'ai un petit peu dit, c'est un ami de mon père, puisque mon père était chanteur. Michel vient de dire qu'il y a eu la crise du quartz. Et cet ami horloger, il avait chanté au Grand Théâtre, parce qu'il n'y avait plus de travail dans l'horlogerie. Donc, ils étaient devenus amis. Et en 73, il a créé sa marque. C'est cet horloger, ami de mon père, qui est allé faire l'horlogerie de Genta. On partait en vacances avec lui, tout ça, je le connaissais, j'avais 10 ans. Et cet ami horloger m'amenait à l'horlogerie, et chez Genta. Il en parlait tellement bien, c'était génial, quoi.
Moi, je suis arrivé dans l'horlogerie grâce à mon père qui, lui, était horloger et qui a appris l'horlogerie à ses enfants, donc à mon frère et à moi-même. Et dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé mon école d'horlogerie, on va dire. Au début, c'était pas une passion, c'était une transmission de mon père à moi. Jusqu'à l'école d'horlogerie, j'ai appris l'horlogerie avec lui. Il m'a tout appris d'ailleurs. J'ai continué avec l'école d'horlogerie, mais voilà, je suis arrivé naturellement à l'horlogerie. C'était une question familiale. Et si ça n'avait pas été l'horlogerie, quel autre métier vous auriez envisagé? J'aime bien ce travail bien fait, le travail manuel, la belle ouvrage, j'adore ça, quel que soit le métier, je suis très curieux d'ailleurs. Je m'intéressais beaucoup bien sûr à l'horlogerie, mais aussi à la photographie, j'aimais bien la lutherie par exemple. Et j'avais d'ailleurs investigué les écoles de luthiers, il y en a très très peu en Europe. J'avais regardé un petit peu ce qui se faisait dans ces métiers-là, mais c'est l'horlogerie qui a gagné. Et, moi, il y avait un autre métier que j'adorais, la cuisine. C'est tout aussi rigoureux que l'horlogerie, tu vois. C'est manuel et c'est créatif. Donc moi, cuisinier, ça m'a bien tenté. Mon père avait 2-3 amis aussi cuisiniers et ils étaient un peu, comment dire, en surpoids pondéral. Et je m'étais dit que c'était peut-être à force de goûter les plats, tu vois. Et alors, j'ai dit, bon, l'horloger, il est athlétique, tout machin, je vais faire horloger, quoi. Quels souvenirs gardez-vous de votre passage à l'école d'horlogerie? Alors moi j'ai fait l'école à Besançon en France. Il y avait des élèves qui venaient de toute la France, voire même de l'étranger. Et donc j'ai eu la chance de vivre avec mes camarades horlogers qui apprenaient l'horlogerie avec moi. On avait bien sûr cette promiscuité puisque nous étions pensionnaires, on vivait là-bas. J'ai un très bon souvenir de mon parcours à l'école d'horlogerie de Besançon. Je suis arrivé à l'école, en première on faisait que des outils. C'est un scoop, hein, j'ai jamais dit. J'ai failli pas revenir en deuxième. Comme je connaissais pas le métier, en première, j'ai pas fait le métier du tout. On n'a jamais parlé de montre ni d'horlogerie. Fin de 3e année, on a commencé à parler de montre. Et donc jusque-là, il faut vraiment être patient. Donc c'est vrai qu'à la fin de la première, j'étais pas sûr de rentrer de vacances et d'y retourner. Le prof de deuxième, qui était Monsieur Bazzi, qui était un type extraordinaire, je pense que la passion est née en deuxième, au début de la deuxième, avec ce grand bonhomme. Moi, j'en ai que des bons souvenirs, la camaraderie. Aujourd'hui, ça a un peu changé. J'ai vu qu'il y a beaucoup plus de filles, même si je pense qu'il n'y en a encore pas tout à fait assez. Plutôt un quart aujourd'hui. Ouais, nous, on avait 2 filles. À la fin, il n'y avait plus qu'une. Déjà, c'était beaucoup parce que dans les autres classes, il y en avait 0. Quelles compétences apprises durant votre apprentissage vous est encore utile aujourd'hui? J'ai beaucoup apprécié le réglage des montres extra plates, les différentes courbes Breguet. On a beaucoup appris sur le comptage, la mise en marche, le réglage des pièces. Et ça m'a beaucoup servi. Et encore aujourd'hui, on est toujours à chercher la perfection dans la chronométrie, dans le réglage. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. C'était le pivotage. Je l'ai servi encore même chez Patek et chez Genta quand on faisait des protos. Parfois, on a pivoté des pièces ou des vieilles pièces de rhabillage. Même si chez Patek, il y avait des pivoteurs, hein. Mais j'en ai fait un peu. Moi, c'était le pivotage à tel point que quand j'étais à l'école d'horlogerie, entre les vacances de 3e et 4e, au lieu d'aller travailler à la poste ou des endroits comme ça, comme on faisait à l'époque, moi, j'étais allé faire un stage chez Genta, à la Vallée de Joux, avec un ancien prof de pivotage qui était le père de Pierre Michel, Gassel, c'était son surnom, où j'ai fait 3 semaines de pivotage, tu vois. Alors, quand je suis arrivé en 4e, évidemment, le pivotage, l'axe de balancier, tout ça, bon, c'était tranquille, quoi. Quelle était la matière qui vous plaisait le moins à l'école? La sienne. Pour moi, c'est la sienne. Je déteste le réglage. J'étais pas mauvais, hein, j'étais même assez bon à l'école. Mais je déteste le réglage. Non, moi, c'était une matière qu'on apprenait qui était l'automatisme. Alors ça, c'est pas de l'horlogerie pour moi, hein. C'était plus de l'électronique, du 01101. Ça, c'est une matière qui ne me plaisait pas du tout. Avez-vous le souvenir d'un moment où la chance vous a souri pendant votre formation? La chance que j'ai eue, c'est de rencontrer mon prof principal qui s'appelait Monsieur Sauget. J'avais beaucoup de plaisir à travailler avec ce professeur parce qu'il était très strict, mais très droit, et tout le monde l'a apprécié. Il avait une qualité de dispenser ses cours et de pédagogie invraisemblable. Je crois que le déclencheur, c'était quand même Lucien Bazzi. Aussi, comme Michel disait, pour le sien, rigoureux, il laissait rien passer, hein. C'était vraiment... On faisait les pivots jauges, des pivots au quart de centième, coniques ou droits, tu vois. Et on se les montrait entre nous en disant, dis donc, tu crois que ça va passer? Parce que si c'était pas bon, il les cassait, tu vois. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui commence sa formation d'horloger?
qu'il fasse de son mieux à l'école, ça lui sera rendu. La montre est devenue ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est un objet que l'on porte au poignet, on n'en a pas besoin, mais elle sera toujours là. D'ailleurs, l'horlogerie est rentrée dans les arts immatériels de l'UNESCO, donc il n'y a pas de souci à se faire quant à l'avenir de la haute horlogerie, qu'il en fasse sa passion, si c'est une passion pour lui, mais je l'encourage vraiment à faire ce métier. Ouais. Si j'étais à l'école, je prétendrais de mes profs qui m'enseignent pas que le programme, mais qu'ils soient passionnés. Le programme, c'est une chose, mais je pense que les élèves méritent plus que ça, et je pense que l'élève doit prétendre à quelque chose de plus. Que dirais-tu aujourd'hui à la personne qui est sur cette photo? Je dirais que... Je sais pas, je dirais qu'il a vraiment... Putain, c'est pas vrai. T'as trouvé ça où? Ouais, moi je lui dirais que il a fait que des bons choix. Quand j'ai choisi le métier, en fait, il m'est rien arrivé de mauvais par la suite. T'élèves là, je dirais, t'as eu une sacrée chance, mon gars. Quand tu tombes dans quelque chose qui te correspond, c'est une vie de rêve. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? 50 ans qui sont passés là. Si vous devez résumer votre passage à l'école en un mot? Moi, je dirais instruction. C'est patience. On est trop pressé. On vit dans un monde de fous. Et la patience, c'est une sacrée vertu. Pour vous, quel est le changement le plus grand que vous avez observé dans l'horlogerie? Quand j'ai commencé, il y avait très peu de complications. C'était des montres simples. Elles n'ont pas arrêté de se compliquer dans le bon sens du terme, parce que une montre, normalement, elle doit afficher l'heure, mais elle peut afficher d'autres choses. Elle peut afficher les phases de lune, un calendrier perpétuel, une répétition minute. C'est pas un changement brutal. C'est tout le long de ma carrière, ça a été une transformation. Aujourd'hui, l'horlogerie, si tu regardes, elle appartient aux horlogers indépendants aussi. Moi, je trouve que le plus grand changement, c'est l'avènement de ces horlogers indépendants. Il y a une multitude d'horlogers, et je dis pas que tous sont bons ou tous ont quelque chose à dire. Ces horlogers qui arrivent et qui ont des pièces extraordinaires pour certains dans les fonctions ou dans les terminaisons, on s'aperçoit que l'horlogerie appartient pas qu'aux marques, quoi. Qu'est-ce qui fait un bon horloger selon toi? Un bon horloger doit être curieux, doit être bien sûr habile de ses mains, ça c'est clair, mais je crois que la curiosité c'est quelque chose de primordial pour un horloger, parce qu'une montre c'est tellement compliqué que s'il n'est pas curieux, il n'arrivera jamais à ses fins. Je suis quelqu'un de très curieux et j'encourage les gens à l'être, parce que on dit que c'est un défaut. Pour moi, c'est pas un défaut, c'est une qualité. La curiosité, si t'es pas curieux, la curiosité, ça te permet de rester toujours ouvert et de te dire que tu sais pas tout. En fait, tu sais jamais tout. Moi, j'ai 66 ans, je découvre des trucs encore aujourd'hui parce qu'on est resté ouvert et curieux. Donc ça, c'est très important. Quel a été le déclencheur qui vous a poussé à créer votre propre entreprise? Ça s'est fait naturellement. Il y en a qui ont cette volonté. Moi, j'ai un objectif, j'ai un but, je veux arriver de là et je vais le faire, je vais essayer de le faire. C'est très bien. Nous, avec Enrico, ça s'est fait tout à fait naturellement. J'encourage les jeunes à le faire. Il y a pire que de ne pas avoir réussi, c'est de ne pas avoir essayé. Et donc essayer, c'est déjà gagné, même si ça se passe pas très bien après. Quand on est allé chez Franck Muller ensemble, on a fait 2 ans, on avait envie de continuer à travailler ensemble. Et ça aurait été peut-être compliqué qu'une entreprise nous engage les deux. Donc on s'est dit, le meilleur moyen de faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec cette grande liberté, c'est de se mettre à notre compte. Moi j'avais 46 ans, j'avais. Michel un peu moins. Ouais, j'avais 42 ans. Ouais. C'est une belle expérience. D'ailleurs, il y a Paulo Coelho qui disait, si l'aventure te fait peur, essaye la routine, c'est mortel. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Quel conseil vous donnerez à un jeune qui veut lancer son entreprise? Il faut apporter quelque chose que les autres ne font pas. Alors, tant par l'esthétique, que par la qualité, que par la fonction, mais il faut que tout y soit. Il faut que ce soit un bel objet à la fin, avec une fonction originale, avec une esthétique originale, et je pense qu'il trouvera sa place à ce moment-là. On fait pas les choses par opportunisme. Ça, je leur déconseillerais fortement, et puis il faut avoir quelque chose à dire. Tant que t'as pas une belle idée et que tu le fais pas pour une bonne raison, vaut mieux pas le faire. Y a-t-il une étape dans votre vie d'entrepreneur qui a été relativement difficile? Et quand on commence à avoir 10, 15, 20, 30 employés, les fins de mois arrivent vite. Il faut être non seulement horloger, mais à ce moment-là, il faut être chef d'entreprise. Les salaires arrivent tous les 25 du mois. Il va falloir avoir des commandes, livrer des pièces en qualité, en délai. Donc, c'est des responsabilités qui nous incombent. Ce qui est difficile, c'est que de rester là où tu avais décidé que tu voulais aller.
c'est pas tellement de savoir si t'es 100, 200 ou 15. C'est que si t'avais décidé d'être 15, vaut mieux être que 15 à la fin. Et puis si tu deviens 100, ben c'était pas ton projet. Faut que ça te corresponde. Il faut quand même prendre du plaisir. Parce que il y a beaucoup, comme disait Michel, il y a les fins de mois, il y a les machins, il y a tout. Mais si en plus tu prends pas de plaisir parce que ce que tu fais, c'est plus ce que tu voulais faire, bah, il n'y a pas d'intérêt. Votre complémentarité a-t-elle joué un rôle dans votre réussite? Si on était les mêmes, ils sortiraient des développements médiocres. Mais du fait qu'on argumente, qu'on n'est pas d'accord, qu'on fight, on n'est jamais d'accord. À la fin, l'un a convaincu l'autre et il en sort à une pièce merveilleuse. Il y a un dialogue, non seulement tous les deux, mais avec nos collaborateurs, avec nos ingénieurs, avec nos développeurs. On a des discussions des fois qui durent. Mais à la fin, il en sort quelque chose de beau. Si t'es consensuel, ça veut dire que le produit, c'est le plus petit dénominateur commun entre les deux. Alors ça, moi, je le fais pas, hein. Le plus petit dénominateur commun, c'est pas pour, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se confronte, qu'on l'enrichisse, ou qu'on dise c'est nul, ou n'importe quoi, je m'en fous, pourvu qu'on soit pas d'accord tout de suite. Parce que si on est d'accord tout de suite, c'est que c'est peut-être pas très fort comme truc. C'est pas la question de qui a raison, qui a tort. C'est jusqu'à la fin, il y aura discussion et il en sortira quelque chose de magnifique, de techniquement parfait ou presque parfait. On n'est jamais parfait, mais On se voit un peu quelque chose, ça. C'est quoi, ça? C'est votre premier brevet. Et ça, c'est du Frank Wheeler, ça. c'est là, quasi. C'est une de mes montres préférées, hein. Comment faites-vous pour rester innovant et informé de ce qui se fait dans l'industrie? Comme je disais tout à l'heure, je suis très curieux et je suis très attentif à ce que désirent nos clients. Qu'est-ce qu'un citoyen lambda aimerait porter à son poignet? On dit souvent on a tout fait, mais non, on n'a pas tout fait. On parlait tout à l'heure d'un Cozy House. Voilà, c'est une idée qu'on a eue quand on était chez Frank Muller et jusqu'à présent personne n'avait eu cette idée de mettre les heures sur le cadran et on s'en fiche là où elles tombent, elles sont là, mais il faut donner l'heure. C'est une idée qui vient de Frank Muller, mais après voilà, il a fallu la réaliser. On a réussi à la réaliser avec Enrico. Là, nous sommes aujourd'hui chez Louis Vuitton et on a lancé le premier projet, c'était la Spin Time, donc on affiche l'heure avec des cubes, c'est complètement original, surtout ça l'était au départ quand on l'a lancé en 2008. Non seulement dans la fonction, mais dans l'esthétique, fait d'afficher l'heure différemment. Il y a beaucoup de choses encore à faire dans l'horlogerie, mais il faut juste avoir l'idée brillante. Michel, que dirais-tu à ce jeune entrepreneur? Magnifique. Voilà, je sais pas où tu as eu cette photo. Je dirais bravo mon gars. Tu vois, le petit gars qui est né en Espagne, qui a eu ses heures de gloire ici à Genève et à la Vallée de Joux, bravo, je dirais. D'où vous est venue l'idée de collaborer avec les horlogers indépendants? On travaille avec Jean Arnaud, qui est un passionné d'horlogerie, et il est intarissable dans le métier d'horloger. Moi, nous qui sommes des vieux horlogers, on discute souvent avec lui, et c'est son idée. Son idée, c'est de promouvoir ces jeunes indépendants, faire cette collaboration. En fait, Jean, comme dit Michel, hein, c'est un passionné, puis tu peux discuter de tout avec lui. Il est vraiment très très friand de promouvoir l'horlogerie en général. Dans sa tête, c'est pas juste Louis Vuitton. Il aime l'horlogerie, mais globalement, vraiment. Ses collaborations, c'est pour mettre la lumière sur... Il y a des gens qui en ont pas besoin. Aujourd'hui, Recep, il n'en aurait pas besoin, on est bien d'accord. Mais malgré tout, comme il adore ce qu'il fait, il y a un côté sentimental, je pense, chez Jean. Quand on fait ces choses-là, ou le LV Watch Price aussi, c'est un côté sentimental. Si je peux donner une anecdote, tu vois, Raoul Pagès, qui a gagné le premier Grand Prix, il n'a pas besoin de nous, techniquement. Même s'il y a une assistance technique, il n'en a pas besoin. C'est un gars, il a le niveau, largement. Mais qu'est-ce qu'on amène, nous, Louis Vuitton, à des gens comme ça? On était à Paris, on a remis le prix à Raoul Pagès, et on discutait ensemble, et il y a notre responsable communication qui arrive, puis qui dit, Monsieur Pagès, vous avez une interview avec le New York Times. Voilà. Voilà ce que Jean fait pour ces gens-là. Auriez-vous une anecdote à partager avec nous? L'anecdote qu'on peut raconter, c'est la naissance de la Crazy. Franck, il dit, tu voyez les gars, moi, ce que j'aimerais, je prends les chiffres sur le cadran, plus. Je suis con que ça. Je jette sur le cadran, il se met où il veut. Il y a l'indique l'heure, comme. On lui dit, c'est bien, Franck, c'est une bonne idée. Voilà. Ça, c'est le départ de la Crazy. Après, il y a eu les idées. Michel en a fait un bon bout. Moi, j'ai fait les protos. Mais si tu veux,
Nous, on est parti dans un truc très horloger et lui, il nous a démonté le truc. Mais c'est quand même une idée géniale. Et cette idée, c'est rigolo parce qu'elle m'est arrivée la nuit. Je me suis réveillé la nuit après que Franck nous a dit ça. Je me réveille et je commence à dessiner une étoile. Tac, tac, tac. Je me dis, mais si je sépare les heures consécutives comme ça de 150 degrés, c'est-à-dire toutes les 5 heures, au bout de 5 tours, j'arrive au bout. Et donc j'arrive le lendemain et on lui dit, Franck, tu te rappelles, il y a 3 jours, là, tu jetais les heures sur le cadran. Ah oui, oui, je me rappelle maintenant. Bon, regarde, on va pouvoir la faire. Ouais. Voilà. En fait, c'est la pure technique. Hein. D'ailleurs, quand on a créé BNB, les premiers clients qui sont rentrés, ils venaient à cause de ça. Vous pourriez pas nous refaire la Crazy, pas la même, hein, mais quelque chose. Et non, ça on fait qu'une fois. On a toujours refusé. Quelles questions vous aimeriez vous poser l'un à l'autre? J'appréhende la réponse. Oh, ouais. Michel, comment t'as fait à supporter 37 ans? Alors, c'est vrai qu'on a eu une relation longue depuis plus de 37 ans qu'on travaille ensemble. Non, mais c'est bien, on est 8 à 9 heures par jour ensemble. Là, c'est vrai que c'est comme un vieux couple, là, il a raison. On fight pas mal, on discute, on argumente. Ça, moi, j'ai même pas senti le temps passer puisqu'on se retourne un jour et on se dit au nom d'une pipe, ça fait déjà presque 40 ans qu'on est horloger. Et Enrico, qu'est-ce que tu penses de ta carrière? Ma carrière, elle est simple. La première chose, c'est que j'ai jamais changé de travail pour le salaire. Il m'est arrivé de changer de boulot pour gagner moins. Je préférais apprendre ou faire des choses que j'avais pas fait avant. Il y a des gens, ils bâtissent leur carrière, ils disent je vais arriver là-haut. Moi, j'ai rien à faire d'arriver en haut. Moi, en fait, je suis né en haut. Et en fait, je suis comme un petit caillou et toute ma vie, je suis descendu et j'arrive gentiment à la mer, tu vois. De temps en temps, j'ai pris un caillou un peu plus gros, j'ai un peu dévié. Bon. Mais c'est pas bien grave. C'est passé tranquille, passionnant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas vu le temps passer. Là, j'ai 66 ans, je suis encore là. Mais moi, je voudrais quand même corriger quelque chose. C'est parce que ici, à la Fabrique du Temps, c'est presque une école. Nous, on a une passion avec Enrico qui est l'horlogerie, mais une deuxième passion qui est de transmettre. Alors moi, j'ai souffert quand j'ai commencé ma carrière de la non-transmission. Les vieux horlogers ne transmettaient pas, ils gardaient leurs secrets. J'avais la chance que mon père était horloger qui m'a beaucoup appris, mais Enrico et moi, on a une passion qui est l'horlogerie, mais une deuxième qui est de transmettre. Et nos collaborateurs, nos horlogers, nos ingénieurs, nos développeurs, nos designers, on adore énormément travailler avec eux. Si on peut leur passer quelque chose, leur transmettre, j'aime beaucoup. Alors j'ai jamais été prof d'horlogerie, mais je pense que je le suis un petit peu ici. Avant les années 70, les horlogers étaient payés à la pièce. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? Si on faisait mieux que le voisin, on montrait pas au voisin comment on faisait, parce qu'on gagnait plus que le voisin. Donc là, c'était vraiment pas dans les mœurs de transmettre. Le mec, il mettait des cartons et on montrait rien. Donc c'était aussi une certaine mentalité qui a changé. Aussi un aspect de l'horlogerie, tu sais, quand t'es amoureux de l'horlogerie, t'as presque envie d'aider même ton concurrent en disant, moi j'aime bien ce produit et ça me désole qu'il marche pas. Moi, j'adore mon métier, mais j'adore aussi ce que font les autres. Quand c'est vraiment un beau produit, ça me désole qu'il marche pas. Que pensez-vous de la nouvelle école? J'ai été vraiment abasourdi par la qualité de vos locaux, la propreté, tout l'outillage que vous avez. Je crois que vous n'avez rien à envier aux autres écoles. C'est une des plus belles écoles du monde. Pour être venu 2 fois, parce que je suis venu pour le 200e et après... J'étais venu avant, je suis venu 3 fois, tiens. En un mois, je suis venu 3 fois à l'école. Vraiment, c'est très grand, c'est très beau, c'est magnifique, c'est lumineux. C'est des équipements dont on aurait rêvé aussi à l'époque. Ça n'enlève pas quand même le côté humain. Quand je veux parler du côté humain, l'essentiel de l'école, c'est pas les locaux. C'est vous, les profs. Les locaux, tout ce que tu veux, ça, c'est vraiment l'environnement. Mais ce qui fait la différence, c'est les profs. Alors, venez le 14 juin pour les 200 ans de l'école d'horlogerie. C'est un endroit spécial. Peut-être pour certains, avoir une vocation qui peut naître de cette visite. Donc venez, vraiment. Quel que soit votre métier, jeunes horlogers, vieux horlogers et de tout autre métier, venez à cet événement. Il n'a lieu qu'une fois, les 200 ans de l'école. Je vous invite, j'y serai. À bientôt. Messieurs, merci beaucoup pour cette interview. Et c'était super.